Est-ce que le roi du Maroc n'a pas suffisamment de secrets sur nos dirigeants politiques? Vous vous souvenez cette querelle qu'il y a eu avec Macron avant le retour de bâton? Avant cette reconnaissance du Sahara occidental et cette réconciliation, etc., on avait des relations extraordinairement tendues avec le Maroc, assez similaires à la tension qu'on a connue avec l'Algérie aujourd'hui. C'était lié à quoi? Les écoutes? Des instrumentalisations mutuelles, notamment sur l'intimité de chacun de nos dirigeants. On ne va pas en dire plus, mais ceux qui savent comprendront. Je n'ai pas envie de faire sauter votre chaîne, ou de vous faire retrouver avec des... Mais on le sait parfaitement. Donc, non, je vais le dire, vous avez des preuves, pas de preuves, c'est gratuit, c'est pas gratuit. Vous voulez que je dise? Non. Bon. À des enseignants qui s'inquiètent de la radicalisation de certains élèves, des jeunes qui contestent de plus en plus le contenu de certains cours à cause de la religion. Le dialogue est apparemment de plus en plus difficile. Françoise Berlaymont a rencontré plusieurs enseignants qui, vous allez le voir, préfèrent l'anonymat par peur des agressions. Des élèves qui se cachent le visage au cours de sciences pour ne pas regarder un schéma corporel, qui refusent d'étudier la Shoah, d'entrer dans des musées ou des lieux de culte, ou encore de partir en voyage scolaire. Dans certaines écoles qui accueillent beaucoup d'élèves musulmans, les croyances religieuses influencent fortement l'apprentissage scolaire. On voit des corps toutes nus et nous, on n'accepte pas ça, vous voyez. Et donc, ça nous fait un peu déranger, quoi. Okay. Et vous le dites aux professeurs? Oui, mais ils disent toujours que c'est quelque chose de naturel, quoi. Les enseignants confrontés à ces situations de radicalisme se sentent souvent seuls et démunis. Ils témoignent anonymement car ils ont peur, depuis les assassinats des professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard en France. Il y a une espèce de domination de la religion dans tout ce qui se passe à l'école, dans toutes les réflexions, dans toutes les discussions. Il y a encore une dizaine d'années, moi, en tant que non-musulman, je pouvais avoir des discussions avec eux sur des sujets tabous comme l'avortement, l'homosexualité, le divorce, les couples mixtes. Ils m'écoutaient et je sentais que je pouvais amener une autre vision que celle qu'ils entendent à longueur de journée dans leur communauté. Aujourd'hui, mon statut de prof n'a plus aucune crédibilité à leurs yeux. Ils n'écoutent que leur imam et surtout les prédicateurs sur TikTok. Depuis les attentats de Bruxelles en 2016, des équipes du ministère de l'Enseignement, formées au radicalisme, se rendent dans les écoles à la demande des directions. Elles sont intervenues 26 fois durant l'année scolaire 2022-2023, 22 fois en 2023-2024 et 8 fois depuis septembre dernier. L'influence religieuse vient aussi parfois de collègues. Fin d'accepter une première enseignante voilée. Et de fil en aiguille, elle a fait embaucher ses copines et ses copains, ses cousins, ses cousines comme professeurs, éducateurs, administratifs. L'atmosphère multiculturelle de l'école a changé. Elle est devenue musulmane. Les éducateurs font respecter les règles islamiques, par exemple lors de sorties scolaires. Les profs plus anciens comme moi, qui n'adhèrent pas à cette vision rigoriste, sont marginalisés. Le baromètre du respect commandé par la ministre de l'Enseignement Valérie Glatini révèle que 62% des enseignants, sur 10 000 répondants, disent s'être déjà autocensurés. L'enquête ne précise pas dans quelles circonstances. Cette évolution m'inquiète beaucoup. Je suis partagé entre l'option A, qui serait de quitter Bruxelles, et l'option B, qui est de dire « mais on ne peut pas laisser faire, il faut ouvrir les yeux ». Il faut que les politiques comprennent ce qui se passe. Il faut aussi que certains profs arrêtent d'être aveugles. Pour la plupart de mes collègues, c'est pas un problème, c'est l'évolution de la société. Les témoignages parviennent de tous les réseaux et de tous les niveaux d'enseignement, et aussi bien de Bruxelles que de Wallonie. Mais jusqu'à présent, l'ampleur du phénomène n'a pas été mesurée. C'est à 100% raison quand vous dites que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je suis très attentif à ce que Eh bien, je suis d'accord avec vous. En 2005, vous étiez l'affaire. En 2005, Israël s'est retiré unilatéralement de la bande de Gaza. Les Palestiniens auraient pu simplement finir. J'étais Premier ministre. Et vous étiez Premier ministre. C'est avec Sharon que quand nous avons... Exactement. Et quand vous étiez là, qu'ont fait les Palestiniens? Ils auraient pu profiter de la situation pour assurer un meilleur avenir pour leurs enfants. À la place, ils ont transformé la bande de Gaza en enclave djihadiste entièrement consacrée à la destruction d'Israël. Vous reconnaissez? Avec quelques complicités. Oui, c'est toujours la faute d'Israël. À votre sens, c'est-à-dire que c'est toujours la faute des autres. La politique, on est en Union soviétique.
Non, on termine pas. Attendez, vous êtes en Union soviétique? Non, mais la politique. On est en Union soviétique? Non, mais la politique. Alors laissez-moi C'est parler. lui en train de parler, hein. C'était intéressant. en train de parler. Malheureusement, Exactement. Israël a toléré pendant 20 ans que le Hamas existe à sa frontière. Et aujourd'hui, Israël rectifie les erreurs dont vous parlez, à savoir ne pas reproduire les mêmes erreurs et ne pas laisser un bout de vie, laisser le Hamas se reconstituer. Mais là, ça va dans les deux sens, votre histoire de reproduire les mêmes erreurs. Mais là malheureusement, les victimes, c'est le peuple palestinien. Alors, est-ce que vous avez fait pression auprès de vos relations pour que les capitales arabes acceptent des réfugiés palestiniens, comme nous on l'a fait avec les Ukrainiens? Parce que les Palestiniens de Gaza. Ça c'est de la politique. Ça c'est pas l'humanitaire, ça c'est de la politique. Non, c'est l'histoire. Oui, c'est pas de la politique. C'est de la mémoire. Ah oui. Non, mais si vous laissez, c'est une épuration. Si vous, ça c'est des slogans de Rima, ça. Mais si vous voulez. Non, c'est pas. Non, mais si, c'est des slogans. C'est-à-dire épuration ethnique, c'est une épuration ethnique. Il y a 2,1 millions de Gazaouis avant. Il y a 2,1 millions. Forcé, je suis d'accord avec ça. Vous êtes d'accord avec ça? Mais les Syriens, on leur a dit non, restez, c'est des bombes de Bachar. On a dit à ceux qui voulaient partir, partez. Des Ukrainiens. Voilà. Alors je reviens de chez le notaire et ce que je vais vous raconter est terrible. Ma grand-mère est malheureusement décédée il y a de ça quelques mois maintenant. Elle m'avait toujours dit je veux que tu récupères de mon appartement, je veux que tu sois à l'abri. Elle avait travaillé toute sa vie pour payer ce petit 2 pièces à Paris. Pas un palace, juste 45 mètres carrés. À sa mort, j'apprends que je suis l'unique héritière. Je me dis, c'est son dernier cadeau, je vais pouvoir garder un bout d'elle. Et là, le choc, le notaire me sort un chiffre. Vous devez payer 96 000 € de droits de succession. 96 000 € pour hériter d'un bien qu'elle a déjà payé toute sa vie, avec des impôts en prime.